Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Donc voici les grands titres. Tenu ce mercredi 22 mai 2024 de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux auront l'occasion d'élire les membres qui vont constituer le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Candidat unique au poste du président de cet organe délibérant, le député national Vital Kamerhe sera dans quelques heures le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. De nouveaux affrontements opposent depuis le matin de ce mercredi 22 mai le rebelle du 123 RDF au FRDC, appuyé par le Wazalendo dans plusieurs coins du territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Selon nos sources, le rebelle du 123 tente de reconquérir des espaces perdus depuis 72 heures au profit des forces gouvernementales. Pour la journée de ce mercredi, les affrontements sont concentrés notamment à Bouéremana, plus précisément sur la colline d'Umba. Zourak et Dakai, deux villages du centre-nord du Nigeria, ont été attaqués le lundi 20 mai au soir par deux hommes armés à moto. Alors que les habitants indiquent un bilan d'une quarantaine de morts à la suite de cette attaque, les autorités n'ont compté que 9 personnes tuées. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal débutant avec cette brève puisque l'élection du bureau définitif est en cours. Après plusieurs mois d'attente, la Chambre basse du Parlement s'apprête à accueillir ses nouveaux dirigeants. Tenu ce mercredi plutôt 22 mai 2024 de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux auront eu l'occasion d'élire les membres qui vont constituer le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Candidat unique au poste de président de cet organe délibérant, le député national Vital Kamerhe sera dans quelques heures seulement le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. Et puis, dans un autre registre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a échangé mardi avec le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kinduelo, autour des contrées qui n'ont pas connu des élections sénatoriales. Le patron de la territoriale a promis de faire part de cette question à sa hiérarchie et à la CENI. Suivez. L'honorable président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kinduelo, a reçu le mardi 21 mai 2024 Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ensemble, ils ont évoqué les questions d'actualité, dont celles liées aux contrées qui n'ont pas connu les scrutins de sénateurs. Comme ministre de l'Intérieur, je dois avoir une collaboration étroite avec nos élus à tous les niveaux. J'ai été invité par les bureaux d'âge pour partager sur les questions d'élèves. Vous savez que nous sortons des élections, notamment les élections des sénateurs. Il y a des zones ou des provinces où les élections des sénateurs n'ont pas eu lieu. Les bureaux d'âge voulaient partager avec moi par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent de ce point de vue. Il y a des anciens sénateurs qui voudraient reprendre leur siège. Et il m'a appelé en consultation pour que nous puissions partager ensemble la ligne de conduite à adopter par rapport à cette problématique. À propos de cette difficulté et les vœux des anciens sénateurs à répondre leur poste faute, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, explique qu'il faudra qu'une solution définitive soit envisagée par la CENI et le gouvernement pour les zones concernées. C'est une question qui demande beaucoup d'implications. Il y a la CENI qui organise des élections. C'est une décision qui doit être prise au plus haut niveau du pays. Je vais faire part de nos échanges à la hiérarchie du gouvernement et c'est après que nous pourrions prendre position de manière officielle et communiquer ce qu'il convient de faire à tous les responsables. Le bureau d'âge en place au Sénat a pour mission de faire valider les mandats des nouveaux élus, élaborer les règlements d'ordre intérieur et l'élection du bureau définitif. Et puis en politique, l'opposition congolaise s'inscrit en faux contre la révision
constitutionnelle. La Mouka s'emploie à défendre la Constitution de la République depuis la demande de Congolais de la diaspora devant le chef de l'État en France. Francis Moulaja Kabamba, président du MPD, pour sa part, pense que la Constitution est déjà violée par les régimes en place. Suivez son propos. Nous, au niveau de l'opposition de la Mouka, nous disons que M. Félix Tshisekedi n'est pas qualifié de parler de la révision constitutionnelle de notre pays. Tenez, vous prenez d'abord le préambule de notre constitution. 3e paragraphe, je prends seulement 3 phrases. M. Félix Tshisekedi nous ramène la contestation et les légitimités des dirigeants et des institutions. Il accède d'abord au pouvoir en 2018 en violation de ces paragraphes de la Constitution. Parce qu'il n'a pas été élu par le peuple congolais qui est le souverain primaire. Et il accepte un coup d'État que M. Kabila organise et qui lui confère le pouvoir pour les intérêts qu'ils se sont convenus. Et le peuple congolais se retrouve encore une fois dupé et un coup d'État s'organise constitutionnellement. Et regardez le 20 décembre 2023. Peut-on dire qu'au terme de ce paragraphe, M. Félix Tshisekedi a un deuxième mandat qui correspond à ce que nous venons de dire, ce que nous venons de lire? Une élection organisée sur 7 jours. Une corruption à ciel ouvert où eux-mêmes arrêtent leurs propres frères. 80 de leurs frères, ils arrêtent eux-mêmes pour avoir créé la fraude électorale. M. Tshisekedi organise les bourrages d'urnes à ciel ouvert. Il fait... Quelle est la constitution qui l'a empêché à mettre le gouvernement à l'espace de 2 mois? Parce qu'il avait la majorité de la publication des résultats électoraux. Qu'est-ce qui lui a empêché? Aujourd'hui, les bureaux définitifs. Quelle est la constitution qui lui dit qu'il ne peut pas défendre le pays face à l'agression actuelle? C'est quelle disposition de la constitution qui l'empêche? C'est quelle disposition de la constitution qui l'empêche aujourd'hui de bien payer nos fonctionnaires? Quelle disposition de la constitution qui l'empêche, lui, de nous construire les routes? Quelle disposition de la Constitution actuellement qui l'empêche, lui, de donner au peuple congolais l'eau, l'électricité, qui sont les éléments les plus élémentaires que toutes les nations du monde ont déjà offert à leur peuple? Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, de nouveaux affrontements opposent depuis ce mercredi 22 mai le rebelle du M23 RDF au FARDC, appuyé par le Wazalendo dans plusieurs coins du territoire de Massissi. Nous sommes dans le Nord Kivu. Selon nos sources, le rebelle du M23 tente de reconquérir des espaces perdus depuis 72 heures au profit de forces gouvernementales. Les affrontements sont concentrés notamment à Bweremana, plus précisément sur la colline d'Umba. Maintenant, les combats sont concentrés à Bihambwe, à quelques 5 km de la cité minière de Rubaya. Dans leur fuite, les rebelles ont tué les civils au niveau de Mema dans le groupement Osobanyungu. Au moins 15 personnes ont été tuées par le rebelle à Mema. À Bweremana, c'est terrible aujourd'hui sur la colline d'Umba. Les résistants ont lancé l'assaut dans le but de déloger les rebelles de toutes les entités qu'ils occupent, témoigne Olivier Munguko, auteur de la société civile de Massissi. C'est depuis aventure que les affrontements ont éclaté dans la cité Mema. C'est sur la route qui mène vers Massissi Centre. Ce sont les résistants qui ont lancé l'assaut contre le M23 RDF qui voulait prendre le contrôle de Mema en allant vers Nyambiondo et Massissi Centre. Heureusement, les résistants ont réussi à repousser les rebelles jusqu'à Rubaya. Les combattants ont été également signalés. Les Wazalendo du groupe Machachano ont résisté contre les attaques de rebelles qui voulaient prendre. Les résistants de Oufamandou ont réussi à repousser le rebelle vers Ngungu. Le député provincial Alexis Baungu, élu du territoire de Massissi, appelle la population à continuer à faire confiance aux forces loyalistes. Il y a eu une certaine avancée de nos forces républicaines, à l'occurrence les FARDC et les Wazalendo vers Bihambwe, où le rebelle avait déjà élu domicile, mais ils ont été délogés de la partie entre Kisuma et Bihambwe du côté de Mweso vers Kachunga et Mpati. Les Wazalendo ont pu récupérer certaines positions et avancer. Si la situation reste comme telle, je crois que les FARDC sont sur une bonne lancée et nous osons croire que la paix pourrait revenir plus tôt que possible, a dit Alexis Bahunga, élu provincial de Massissi. Rappelons que c'est depuis plus de 72 heures que les affrontements opposent le M23, RDF et les FARDC, appuyés par les volontaires pour défendre la patrie, VDP, dit Wazalendo, sur plusieurs lignes de combat dans le territoire de Massissi.
Restons toujours dans le chapitre sécuritaire, cette fois dans la ville de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a lancé depuis le mardi 21 mai le patrouille mixte entre les forces armées de la République et la police. L'objectif est de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Regardez. La police nationale congolaise, PNC, et les forces armées de la RDC ont lancé la nuit du 21 mai 2024 de patrouille mixte sur toute l'étendue de Kinshasa au lendemain de la tentative de coup d'État. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, et le commandant régional de FRDC. Pour le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, qui lance officiellement ces patrouilles, l'objectif est de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le contexte du putsch manqué. Il s'agira aussi de lutter contre l'assainissement et le marché pirate, ainsi que les nuisances sonores. En même temps, il y a quelques semaines, le ministre national de l'Intérieur avait lancé à Kinshasa l'opération Panthère Noire qui vise à réduire l'insécurité via la traque des délinquants Kuluna. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo a rassuré que les mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des institutions du pays et des officiels. Dans un autre registre, 19 Congolais âgés de 25 à 35 ans vont être formés sur le leadership aux États-Unis. Ils sont bénéficiaires de la bourse Mandela Washington Fellowship édition 2024. Ces programmes initiés en 2014 visent à améliorer et renforcer les leaderships de jeunes influents d'Afrique subsaharienne qui prouvent de façon palpable leur leadership au sein de leur communauté. L'annonce a été faite le mardi 21 mai 2024 au cours d'un point de presse animé par ces jeunes leaders au Centre culturel américain de Kinshasa. Bijou Lumuna. Ces 19 jeunes Congolais sont venus de provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kasaï oriental, du Haut-Katanga, du Lualaba et de Kinshasa. Ils vont être formés aux États-Unis pendant 6 semaines. La formation va se dérouler dans les universités et autres institutions d'éducation supérieure américaines. La connaissance acquise sur le leadership va leur permettre d'impacter positivement leur communauté. C'est vraiment une des grandes succès, je peux dire, de la diplomatie américaine, grâce à vous, grâce à la participation de la jeunesse africaine. Et on est vraiment très, très fiers de ce programme qui donne l'opportunité chaque année pour la jeunesse de l'Afrique d'aller aux États-Unis, d'avoir les opportunités pour faire le réseautage, comprendre mieux les institutions américaines, comprendre mieux les défis, les enjeux, mais aussi où est-ce qu'on peut trouver les outils pour surmonter tous ces défis. Les jeunes Congolais sélectionnés évoluent dans divers domaines de la vie. Benjamin Saboué, basé à Kinshasa, il est médecin spécialisé dans les programmes de santé maternelle, néonatale et infantile, avec une expertise dans la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Nous nous sommes engagés bénévolement à travailler au sein de cette communauté pour apporter la bonne information sur comment se protéger contre le VIH. Si on ne sait pas s'abstenir, on peut au moins utiliser les méthodes contraceptives, notamment le préservatif. Alors, la communauté, parfois, elle tombe dans des conséquences juste parce qu'elle n'est pas informée. Et quand on informe comme ça, l'impact positif, c'est que la jeune fille qui devait tomber enceinte ou qui devait aller avorter clandestinement va être épargnée, ce qui lui permet de poursuivre ses études et donc d'atteindre ses potentiels. Pour bénéficier de cette bourse, il faut évoluer dans le business et entrepreneuriat, dans l'engagement civique et la gestion des affaires publiques. Pour être sélectionné, les critères sont simples. Il faut être d'abord un jeune, âgé de 25 à 35 ans. Il faut parler couramment anglais parce que voilà, vous allez faire 6 semaines dans une université américaine.
Les cours doivent se passer en anglais, les formations et toutes les personnes que vous allez voir vont parler anglais. Mais après, il faut que vous ayez un changement positif dans votre communauté. Qu'est-ce que vous faites déjà en tant que leader dans votre communauté respective? À en croire l'ambassade des États-Unis en RDC, la bourse Mandela Washington Fellowship, initiée par l'ancien président américain Barack Obama, investit dans une nouvelle génération de jeunes leaders africains capables de façonner l'avenir du continent. Elle répond aussi à la forte demande de compétences concrètes émanant de jeunes leaders africains susceptibles de les aider à faire progresser leur travail dans les domaines du service public, de la société civile et des entreprises. En infrastructure, le trafic sur l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema a repris depuis le lundi 20 mai dernier pour les engins légers. Cette voie avait été fermée depuis 5 mois pour des travaux de réhabilitation. Malgré cette réouverture, qui d'ailleurs était très attendue par les usagers, suite aux bouchons, les travaux ne sont pas arrivés à leur terme. On peut constater que ce tronçon est marécageux à cet endroit et ne permet pas aux ingénieurs d'avancer. Regardez. Après plus de 5 mois de fermeture pour sa réhabilitation, l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema, reliée à les communes de Kitambo et de Ngaliema, a enfin été réouverte pour la reprise des trafics. Malgré cette réouverture, qui d'ailleurs était très attendue par les usagers de ces tronçons, suite aux embouteillages réguliers, ils ont exprimé leur mécontentement car malgré la longue durée, la route reste encore inachevée. Ils ont débuté les travaux vers l'entrée de l'hôpital Akram. Les travaux ont duré plus de 5 mois depuis le mois de décembre dernier. Malgré cette longue durée, aujourd'hui qu'ils ont réouvert la route, les travaux ne sont toujours pas achevés. D'ailleurs, il n'y avait pas ces trous ici. Ce sont eux qui l'ont creusé pendant les travaux et ne l'ont pas couvert. L'eau vient s'installer ici, même s'ils n'ont pas fait les travaux dans les normes, mais ils auraient quand même dû les achever. D'autres par ailleurs expliquent que la route n'a pas été réhabilitée convenablement. Nous regrettons beaucoup de la façon de faire de notre gouvernement qui ne se soucie pas de sa population. Cette route est d'abord la route principale qui amène jusqu'à Matadi. Ils viennent de le fermer pendant plus de 5 mois pour les travaux, mais en regardant l'état d'avancement, comme si rien ne s'est fait. Il faut rappeler que l'avenue Ngouma a été fermée depuis décembre de l'année dernière pour sa réhabilitation suite à un délabrement très avancé qui était remarqué sur ce tronçon. Aujourd'hui, la route est réouverte bien que quelques finitions ne soient pas complètement achevées. C'était un reportage de Ramazani Michel et Trésor Mpangi. En dehors de nos frontières, des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes selon les habitants. Les autorités locales n'ont confirmé de leur côté que 12 morts suivis. Selon la police de l'état du plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zoukar et Dakai fuyaient une opération lancée par les forces de sécurité de la forêt de Bangalala où la police dit avoir neutralisé 7 bandits. Aucun groupe n'a revendiqué les responsabilités de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par les conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences qui secouent la région depuis des années sont liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et des terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux. Cette région du Nigeria est aussi connue sous les importantes réserves d'étain, zinc et du plomb. Les activités minières illégales alimentent les tensions et les violences intercommunautaires. Ces raids ont jusqu'à présent fait des centaines de morts dans la région. Les arrestations à la suite de telles attaques sont rares. En décembre, les assaillants ont tué au moins 140 habitants au cours d'une attaque qui a visé plus d'une douzaine de communautés. Processus électoral au pays de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud se trouve à un moment critique avec des élections nationales prévues pour le mois de mai. Les résultats de ces élections auront un impact significatif sur la trajectoire économique du pays, en particulier lorsqu'il s'agira d'attirer et de retenir les investisseurs étrangers. Diane Bonga.
Certains craignent que le paysage politique post-électoral n'apporte pas la clarté et la cohérence que les investisseurs recherchent. Nombreux d'entre eux attendent du prochain gouvernement une action claire et décisive pour résoudre ces problèmes de longue date. En ce moment, et beaucoup de gens le font, il faut attendre et voir. Voyons ce qui se passe. On a certainement le sentiment qu'il va y avoir des changements et des changements décisifs. Le parti au pouvoir n'obtiendra pas la majorité. La question est de savoir dans quelle mesure. S'ils perdent avec un score juste en dessous de 50%, on pourrait dire que presque rien ne changera. Ils peuvent constituer une coalition avec des petits partis et continuer à gouverner. C'est s'ils descendent en dessous des 40, 45 ou 44% qu'ils devront alors choisir un parti plus important avec lequel ils devront former une coalition. Alors que l'Afrique du Sud se prépare aux élections nationales, l'attention se porte non seulement sur le paysage politique, mais aussi sur la confiance des investisseurs étrangers dans l'avenir économique du pays. Le nouveau gouvernement, quelle que soit son affiliation politique, devra faire du rétablissement de la confiance des investisseurs étrangers une priorité absolue. Pour ce faire, il devra disposer d'un cadre de politique économique clair, cohérent et homogène. Situation sécuritaire à Gaza avec seulement 12 hôpitaux sur 36 partiellement fonctionnels. Les systèmes de santé de l'enclave palestinienne peinent à faire face aux dizaines de milliers de blessés de la guerre. Depuis le début de cette guerre, les opérations militaires israéliennes lancées en représailles touchent durement le système de santé de Gaza. Diane Bonga, une fois de plus. Les bureaux de Nations Unies pour l'aide humanitaire OCHA affirment que même si des hôpitaux de campagne supplémentaires sont opérationnels à Gaza, l'infrastructure sanitaire est loin d'être suffisante. Beaucoup ont des lésions cérébrales traumatiques et des milliers ont perdu leur capacité auditive à cause des explosions incessantes. Des milliers de personnes attendent également d'être évacuées de Gaza parce qu'elles ont besoin de soins du plus haut niveau. Les personnes ne peuvent pas y accéder en restant à l'intérieur de Gaza parce que le système de santé est à bout de souffle. Une aide-soignante a déclaré qu'elle et son équipe avaient été attaquées alors qu'elle quittait un hôpital par une route sûre, ajoutant qu'elle espérait pouvoir quitter Gaza pour poursuivre son traitement. Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave où s'est trouvé des dizaines de milliers de déplacés, a été entièrement détruit par une attaque israélienne et par le combat autour du centre hospitalier. Cet élément de Diane Bonga met un terme à cette édition, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris. Vital Kamere sera dans quelques heures le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. De nouveaux affrontements opposent depuis le matin de ce mercredi 22 mai le rebelle du M23 RDF au FARDC, appuyé par le Ouazalendo dans plusieurs coins du territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Selon nos sources, le rebelle du M23 tente de reconquérir les espaces perdus depuis 72 heures au profit des forces gouvernementales. Pour la journée de ce mercredi, les affrontements sont concentrés notamment à Bouéremana, plus précisément sur la colline d'Umba. Zourak et Dakai, deux villages du centre-nord du Nigeria, ont été attaqués le lundi 20 mai au soir par deux hommes armés à moto. Alors que les habitants indiquent un bilan d'une quarantaine de morts à la suite de cette attaque, les autorités n'ont compté que 9 personnes tuées. Cette édition se referme complètement. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.